Réveille-toi, si tu veux. Prologue. Le monde n'a jamais manqué de bruit, ni d'opinion, ni de gens convaincus d'avoir tout compris. Je n'ai jamais eu la prétention de vouloir le changer, déjà parce que je n'y arrive pas, ensuite parce que le monde est, qu'on soit d'accord avec ou pas. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce qui se passe ici, à l'intérieur. Pourquoi certaines choses nous agitent, pourquoi d'autres glissent, pourquoi on réagit, et pourquoi, parfois, on ne réagit plus. Chapitre 1. Pourquoi tu scrolles même quand tu n'as envie de rien? Il y a ce moment précis. Tu es chez toi, ou seul dans un lieu public, sur les toilettes, au réveil, juste avant de dormir. Tu n'as rien de spécial à faire, rien de spécial à fuir non plus. Et pourtant, tu prends ton téléphone. Pas avec une intention claire, pas pour chercher quelque chose, juste par réflexe. Parfois, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Tu scrolles, tu t'en rends compte et tu t'arrêtes presque aussitôt. D'autres fois, ça dure 100 ans. Tu sais que ce n'est pas bien, tu sais que tu pourrais arrêter. Tu te dis même « Allez, encore un peu ». Et puis non, encore une vidéo, encore une autre. Ce que tu cherches, en réalité, ce n'est pas du contenu. Tu ne cherches pas une information, ni même vraiment du divertissement. Tu cherches rien. Vider la tête, passer le temps, ne pas te concentrer sur ce qui se passe dedans. Être un peu inconscient, quelques minutes. Parfois tu ris, parfois tu regardes des choses que tu n'aurais jamais cherchées de toi-même, parce que l'algorithme te les a mises sous les yeux, et ta curiosité fait le reste. Quand tu reposes le téléphone, il n'y a pas de grosse émotion, pas de honte, pas de culpabilité intense, juste cette petite phrase, presque mécanique. Voilà, je suis encore resté des heures à scroller pour rien. Ce n'est même pas dramatique, c'est juste étrange. Parfois tu n'y touches pas, parfois tu le fais volontairement, parfois tu te dis juste un peu et ça part sans raison. Ce qui est addictif, ce n'est pas la vidéo suivante, c'est le geste, ce mouvement de pouce, cette facilité incroyable à passer d'une distraction à une autre, à zapper ce qui t'ennuie, à chercher ce qui capte mieux ton attention, là, tout de suite, rapide, fluide, sans effort. Tu ne cherches pas du contenu, tu cherches une pause de toi. Chapitre 2. Quand le silence te met mal à l'aise. Il y a 1 an encore pour moi, le silence n'était pas vraiment confortable. Quand j'étais seul chez moi, dans un dîner, dans un rendez-vous professionnel, dans un moment d'attente, et surtout juste avant de dormir. Le corps se relâchait et le mental prenait toute la place. Des souvenirs en boucle, des scénarios imaginaires, souvent négatifs, souvent inutiles, mais très présents. Je m'y accrochais sans m'en rendre compte, je m'y identifiais complètement. À l'époque, le silence faisait apparaître trop de choses d'un coup. Des anticipations, des angoisses d'un futur hypothétique, des scènes que je rejouais mentalement en essayant d'en changer l'issue, ou bien d'autres, inventées de toutes pièces, rarement agréables. À l'intérieur, c'était tendu, torturé, agité. Alors forcément, quand le silence devenait inconfortable, il y avait toujours une porte de sortie, rapide, facile, assez efficace pour anesthésier. Le téléphone, une distraction accessible, un bruit de fond. Pas pour résoudre quoi que ce soit, juste pour ne pas rester là. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, pour moi, le silence est fertile, nécessaire, même agréable. Vraiment. Mais avant d'en arriver là, il a fallu traverser beaucoup de choses. Des milliers de tourments intérieurs, des stratégies de contrôle, des fuites, du stress, des tentatives pour gérer ce qui, au fond, ne demandait pas à l'être. J'ai mis du temps à comprendre quelque chose de très simple. Le problème n'était pas le silence. C'était ce que je faisais de l'espace qu'il laissait. Aujourd'hui, le silence fait partie de mon quotidien. Je l'aime. Mais pendant longtemps, mon mental m'en faisait baver. Trop d'informations, trop de tensions, trop de pensées,
trop de scénarios catastrophes. Et puis un jour, quelque chose s'est détendu. J'ai réalisé que ce qui me dérangeait n'était pas à combattre. La solution n'était pas à l'extérieur. Elle était là depuis le début, dans l'acceptation, l'accueil, l'amour de qui je suis. Prendre le temps, se donner de la considération, faire doucement le ménage de tout ce qui avait été caché sous le tapis du mental. Ce n'est pas le silence qui dérange, c'est ce qu'on n'a pas encore osé vraiment regarder. Chapitre 3. Pourquoi tu attends toujours après? Après, ce n'est pas vraiment une date, c'est plutôt un état. Un mélange de contrôle, d'anticipation et parfois d'un petit manque de confiance. Confiance en la vie, confiance en sa capacité à gérer quand ça arrive. Alors on se dit, quand j'aurai cette somme, quand je serai prêt, quand ce sera plus clair. Et en même temps, au fond, on le sait. Il n'y a jamais de moment parfaitement prêt. Chaque timing est bon à partir du moment où on se fait un minimum confiance et où on accepte que la vie soit beaucoup mieux organisée que nos plans mentaux. Parfois, après, ce n'est même pas philosophique, c'est juste de la paresse. Et franchement, c'est plutôt agréable. Après n'a jamais vraiment de date, parce qu'on n'est pas médium. Penser à plus tard, c'est souvent créer une tension avant même de savoir s'il y aura besoin de ce timbre. Et pour les petites choses, la date arrive toujours au même moment, le dernier moment possible. Quand tu tapes 3 fois dans le carton vide du colis livré il y a 2 semaines, quand tu t'énerves, alors que tu sais très bien que tu aurais pu le jeter depuis longtemps. Là, bizarrement, après devient maintenant. De mon côté, je ne repousse rien qui compte vraiment pour moi, jamais. Mais pour le reste, oui, il y a toute une bande de copains qui s'invitent. La paresse, la peur, le manque de confiance, et un environnement saturé de distractions. On est nourri en continu d'infos, de stimuli, de contenus qui captent l'attention. Alors forcément, quand une tâche ne stimule pas grand-chose, il est très facile de se laisser emporter par le courant. Plutôt que de faire vite et passer à autre chose. Est-ce grave? Pas vraiment. Ce qui crée du stress, ce n'est pas d'être humain, c'est d'être inflexible avec son humanité. Tant qu'aucun pronostic vital n'est engagé, ce n'est pas un drame. Alors si tu devais finir honnêtement la phrase « J'attends après parce que », la réponse peut être très simple. Parce que je le peux. Parce que je le veux. Et parce que je suis humain. Chapitre 4. Pourquoi la paix n'est pas rentable? Quand tout va bien, quand je suis en paix, je n'ai besoin de presque rien. Parfois un peu de musique, pour cuisiner, pour danser, pour me relâcher encore plus. Mais sinon, rien. Je ne consomme pas, je ne cherche pas, je ne compense pas. Je suis bien avec moi, dans le moment présent, peu importe où je suis ou ce qui se passe autour. Et c'est là que quelque chose devient évident. Quand je ne suis pas en paix, tout change. Tout s'accélère. Je cherche à rajouter de l'adrénaline à ma tension, comme si ça me donnait un faux sentiment de contrôle. Je mange plus, je regarde plus, j'écoute des musiques qui entretiennent cet état. Je suis troublé, moins concentré, plus en recherche de pulsions anesthésiantes que d'un simple souffle pour laisser passer la vague. Et quand on regarde autour, on remarque vite une chose étrange. Les contenus les plus visibles ne parlent presque jamais de calme, ni de stabilité, ni de simplicité, ni de cet endroit où tout va bien. Ça parle de drame, de choc, d'événements, de débats, de scoop, de tout ce qui fait réagir. Si demain, aux infos, on annonçait « Bonjour, ici tout va bien, les gens sont heureux, il ne se passe rien, la vie suit son cours », ce serait agréable, mais ça ne marquerait personne. Ça ne créerait pas de réaction forte, pas d'envie d'aller vérifier ailleurs, pas de débat, pas de moquerie, pas de discussion sans fin. Et c'est factuel. Une personne apaisée n'est pas intéressante pour le système. Pas parce qu'elle est au-dessus,
mais parce qu'elle est libre. Libre de donner son attention uniquement à ce qui la nourrit vraiment. Les informations choquent, les émotions provoquées, les réactions en chaîne. Tout ça glisse. Il n'y a pas d'emprise, pas d'impact, zéro intérêt. À l'inverse, une population légèrement tendue en permanence est extrêmement utile. Elle suit le flux d'informations. Elle réagit de façon prévisible, à un scoop, à une promotion, à un événement. Ce n'est pas du hasard. Les réactions sont souvent ciblées, pour générer de l'argent, pour détourner l'attention d'un sujet vers un autre, pour créer une forme de loyauté émotionnelle, pour installer du pouvoir, ou simplement maintenir le mouvement. Alors, sans accuser qui que ce soit, on peut dire une chose très simple. La paix ne se vend pas. Donc on te vend du bruit. Chapitre 5. L'émotion coûte moins cher que la réflexion. Quand une information me touche émotionnellement, il se passe toujours la même chose. Une tension apparaît. Une envie immédiate d'en parler, de débattre, d'exprimer ce que j'en pense. Pas forcément pour comprendre, mais pour partager l'émotion. Chercher quelqu'un avec qui l'indignation résonne, avec qui la réaction s'amplifie, avec qui je peux me sentir validé. C'est une forme de mini-validation sociale, un besoin simple, ne pas rester seul avec ce que je ressens. Quand je prends le temps de réfléchir vraiment, c'est tout autre chose. Ça demande du calme, de l'attention, et surtout, un temps de digestion. Le corps et le cerveau intègrent le sujet. La compréhension se décante. Elle devient plus froide, plus claire, moins chargée émotionnellement. Il peut rester un léger inconfort parfois, mais la tension, elle, disparaît. Réagir, c'est instantané, automatique, n'importe qui peut le faire. Comprendre, en revanche, demande du recul, de la hauteur, de l'ouverture d'esprit, et souvent, de l'ouverture du cœur. Dans un système habitué au tout de suite, c'est déjà beaucoup demandé. Quand je suis fatigué ou stressé, je le vois très bien. Je suis pourtant plutôt introspectif, mais dans ces moments-là, je réagis plus que je ne réfléchis. Je surintellectualise, je me tends. Je cède plus facilement à la pulsion qu'à la réflexion calme. L'émotion forte donne souvent l'illusion d'avoir compris, parce qu'elle est instinctive, presque inconsciente. Elle s'appuie sur le vécu, les expériences passées, la vision du monde déjà en place. Sur le moment, elle ressemble à une vérité évidente. Et puis, une fois le calme revenu, je me surprends à penser « Pourquoi ai-je réagi comme ça ?» Alors que, sur l'instant, j'étais sûr d'être dans le juste. Ce n'était pas une compréhension, c'était une réaction. L'émotion te donne l'impression d'avoir compris. La réflexion te montre que tu n'avais fait que réagir. Chapitre 6. La colère, ce carburant gratuit. J'ai grandi avec la colère. Pendant longtemps, c'était mon moteur principal. Pour moi, la colère ressemble à un carburant trop puissant qu'on mettrait dans le moteur d'une voiture. Sur le moment, elle performe fort, très fort. Tout devient agressif, déterminé, tranchant. La puissance est immédiate, presque grisante, parfois même surprenante. Mais ce carburant-là fait trop chauffer le moteur. À force, il use, il fatigue, il rend moins efficace que si l'on avait utilisé un carburant plus simple. La colère donne cette illusion de toute puissance immédiate, puis elle consume lentement, jusqu'au moment où l'on se sent fatigué de tout, même de comprendre des choses simples. Sur le moment pourtant, la colère est stimulante. Elle donne un coup de boost sur n'importe quelle tâche. On agit en force, en pulsion, en agressivité. Le corps et la tête sont en ébullition. À l'inverse, le calme et la réflexion demandent autre chose. Ils demandent de ralentir, de revenir à soi, de regarder si ce qui se passe mérite vraiment cette charge émotionnelle. La fatigue, au fond, vient du même endroit. La différence, c'est que lorsqu'on agit dans la colère, la tension se maintient longtemps. Alors que lorsqu'on cherche à se calmer, elle s'en va plus vite.
et laisse place à la détente qui suit. La colère donne toujours l'illusion d'être plus vivant que d'être neutre ou paisible, parce qu'elle est intense. Comme la jalousie, la tristesse, la peur, elle crispe tout. Elle fait crier, pleurer, réagir. Chaque cellule du corps est en alerte. La paix, elle, est douce, calme, presque silencieuse. Et parfois, on la confond avec quelque chose de fade. Quand on regarde honnêtement autour de soi, la colère est partout. Les informations publiques l'utilisent en permanence. Les titres sont accrocheurs, dramatiques, choquants. Tout est pensé pour provoquer une réaction. Le sport aussi. Le champion attendu n'est pas élu. La frustration monte. La colère suit. Avec elle, les débats, les plateaux télé, les discussions sans fin. Tout cela entretient l'espoir que, l'année suivante, notre champion récupérera son titre. La politique fonctionne sur la même mécanique. Des promesses non tenues, des sujets qui détournent l'attention des vrais enjeux, des thèmes qui polarisent. Quand on est en colère, on ne réfléchit pas, on réagit. Pendant ce temps-là, ceux qui sont au pouvoir peuvent réfléchir tranquillement à ce qui sera le plus bénéfique pour leur camp. Les réseaux sociaux, eux, sont inondés de contenus qui fâchent, parce que la colère génère du clic, du commentaire, du partage. Tout le monde y gagne, tout le monde, sauf celui qui la porte. Le problème, ce n'est pas la colère. Le problème, c'est ce qu'elle te permet d'éviter. Alors qu'est-ce qu'il te reste quand tu ne peux plus te donner bonne conscience avec la réaction? C'est toujours plus simple de réagir que de réfléchir, sur l'instant. Mais si tu es souvent épuisé, ce n'est peut-être pas la vie qui est dure. C'est peut-être toi qui te nourris constamment d'émotions trop fortes. Chapitre 7. L'indignation. Une fuite qui rassure. L'indignation te donne une identité propre, le camp du bien. Et tant que tu es dans le camp du bien, tu n'as plus besoin d'être honnête avec toi. Quand un scandale éclate, il se passe d'abord quelque chose de très simple, un soulagement. Un peu égoïste peut-être, mais réel. Ce n'est pas dans ton cercle, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie. Alors une curiosité étrange apparaît, parfois mal placée, mais presque automatique. On regarde. Le drame, la chute, le sportif à succès, la figure publique à qui tout semblait réussir. Et sans s'en rendre compte, quelque chose se détend à l'intérieur. Parce que le scandale rend l'autre plus humain, plus faillible, plus proche de ce que nous pourrions, nous aussi, traverser, mais hors caméra. C'est inconscient, mais très courant. Le scandale capte surtout quand il ne nous concerne pas, parce qu'il crée une comparaison immédiate. Même si ton quotidien n'est pas simple, au moins tu n'es pas en train de vivre un effondrement public sous les projecteurs. Tu ne ressens ni l'humiliation, ni la détresse de celui qui est au centre de l'histoire. Alors, quelque part, on se sent mieux. On observe, on juge, on commente. Et pendant quelques minutes, on a l'illusion de reprendre le contrôle de sa propre vie. Une illusion courte, mais efficace. S'indigner pour quelque chose d'extérieur est beaucoup plus facile que de regarder ce qui se passe en soi. C'est une cause propre, à distance. Nos valeurs ne sont pas vraiment menacées, nos blessures non plus. On peut s'y investir à fond sans toucher à ce qui dérange réellement. Regarder chez les autres a toujours été plus simple que se regarder soi-même. Mais regarder ne suffit jamais longtemps. Très vite, l'observation cherche une posture. Alors on ne se contente plus de voir, on prend position. Quand quelque chose nous indigne, il se passe souvent la même chose. On a l'impression de rejoindre une cause, quelque chose de plus grand que soi. D'autres ressentent la même chose, on se reconnaît, on se rassemble. Il y a nous, et puis les autres. Comme dans un sport collectif, une équipe d'un côté, une équipe de l'autre. Et quelque part, l'idée rassurante qu'il faudra bien qu'il y ait un gagnant. Cette dynamique donne une impression de clarté, mais en réalité, c'est surtout un mouvement humain et social, rien de plus. Cette clarté rassure parce qu'elle touche à quelque chose de très ancien. Depuis toujours, l'être humain est un animal social.
Autrefois, appartenir à un groupe augmentait les chances de survie. Aujourd'hui, ça sert surtout à se sentir moins seul ou validé. L'indignation permet de prendre position rapidement, souvent avec seulement une partie de l'histoire. On reçoit une information, pas toujours complète, parfois très partielle. On l'interprète, on en tire des conclusions, et on s'indigne, sans forcément comprendre l'ensemble. C'est humain et très actuel. S'indigner est très proche de se mettre en colère. C'est facile, accessible à tout le monde. Ça demande beaucoup moins d'efforts que de chercher à comprendre vraiment. Comprendre demande du temps, du calme, de la nuance. L'indignation, elle, arrive toute seule. Pour certaines personnes, elle va même plus loin. Elle devient une identité temporaire, pendant la durée d'une crise, d'un mouvement, d'un débat. Puis, quand ça s'essouffle, une autre indignation prend la place. Non par conviction profonde, mais parce que ça donne le sentiment d'être quelqu'un, d'exister à travers une cause. Plutôt que de rester face à soi et de découvrir qui l'on est, sans combat à mener, dans le calme. Et quand le scandale retombe, rien, ou presque, un vague souvenir, rapidement remplacé par le suivant, une vague qui nous touche un instant, puis s'évapore, aidée par la prochaine indignation, le prochain choc, la prochaine affaire. Tant qu'on n'est pas directement impacté, tout cela reste du passage. L'indignation ne dit pas qui tu es, elle dit surtout ce que tu évites de regarder. Chapitre 8. Ce que tu appelles « toi » est souvent une addiction. Il y a une idée confortable à laquelle beaucoup de gens tiennent. L'idée que ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent en permanence, c'est eux, leur personnalité, leur nature, leur identité. Mais quand on regarde de plus près, quelque chose dérange. Beaucoup de comportements que l'on appelle « moi » ne sont pas des choix. Ce sont des automatismes. Certaines personnes ne scrollent pas, elles se dissocient. Le geste est le même, mais l'intention est différente. Il ne s'agit pas de curiosité, il ne s'agit pas de divertissement. Il s'agit de quitter l'instant, de ne plus être là. Le regard est vide, le pouce bouge, le corps est présent, mais l'attention est ailleurs. Ce n'est pas une habitude, c'est une sortie de secours. D'autres disent qu'elles réfléchissent beaucoup. En réalité, elles ruminent. Elles repassent les mêmes scènes, les mêmes phrases, les mêmes scénarios. Pas pour comprendre, pas pour résoudre, mais pour maintenir une tension connue. La rumination donne l'illusion d'être actif intérieurement, alors qu'elle ne fait que rejouer un inconfort familier. Ce n'est pas de la profondeur, c'est une boucle. Et puis il y a celles qui disent qu'elles cherchent la vérité, qu'elles veulent comprendre le monde, les injustices, les dérives, les mensonges. Mais ce qu'elles cherchent souvent, ce n'est pas la vérité. C'est une dose de colère, une indignation fraîche, un nouvel ennemi, un sujet qui fait monter le ton. La colère donne une direction, une identité temporaire, un sentiment d'exister. Sans elle, il faudrait rester face à soi. Et ça, beaucoup n'y arrivent pas encore. Le point commun entre tout ça n'est pas le téléphone, ni la pensée, ni l'indignation. C'est la dépendance. Pas une dépendance spectaculaire, pas une addiction visible, une dépendance silencieuse à un état intérieur. Dissociation, tension, colère, agitation, peu importe la forme, le mécanisme est le même. Dès que le calme apparaît, quelque chose cherche à le rompre, comme si le silence était une menace. Alors on replonge, sans s'en rendre compte, encore et encore. Et on appelle ça être soi. Ce chapitre n'est pas là pour te dire d'arrêter, ni pour te dire que c'est mal. Il est là pour poser une question simple. Si tout ce que tu appelles « toi » disparaissait quelques instants, qu'est-ce qu'il resterait? Et si la réponse te fait peur, ce n'est pas un problème. C'est juste un endroit que tu n'as pas encore appris à habiter. Chapitre 9. Quand tu vois le fil, il casse tout seul. Comprendre un mécanisme,
Le voir clairement, c'est déjà lui faire perdre une grande partie de son pouvoir. Pas parce qu'on le combat, mais parce qu'on cesse de s'y confondre. Tant qu'un mécanisme reste inconscient, il agit sans demander la permission. Il pense à ta place, il réagit à ta place, il décide à ta place. Dès qu'il est vu, il n'est plus toi. Il devient quelque chose que tu observes. Et ce simple déplacement change tout. Forcer un changement dans n'importe quel domaine de la vie revient presque toujours à nourrir ce que l'on veut faire disparaître. Quand tu forces une réaction, une relation, une habitude, le moteur de ton action reste le problème lui-même. Tu agis à cause de lui. Tu lui donnes une place centrale, une place d'honneur, souvent plus grande encore que celle qu'il occupait avant. La lutte donne de l'importance. La volonté donne de l'énergie. L'opposition renforce ce qu'elle combat. Voir le mécanisme, en revanche, ne demande aucun effort. Il n'y a rien à corriger, rien à repousser, rien à améliorer, juste à voir. Aujourd'hui, quand je vois le fil, je souris. Sans supériorité, sans victoire intérieure. Juste un sourire calme. Parce que je suis reconnaissant de le voir, de le reconnaître pour ce que c'est. À partir de là, je ne cherche pas à m'en débarrasser. Je n'en ai plus besoin. Je m'en sépare naturellement, sans violence, sans stratégie, avec compréhension et douceur. Le mécanisme n'a plus de place privilégiée dans mon système. Il n'est plus nourri. Il n'est plus défendu. Il n'est plus combattu. Alors, il sort de lui-même. La compréhension est silencieuse, parce qu'elle ne peut apparaître que dans un esprit calme, confiant et ouvert. La volonté, elle, est bruyante. Elle serre les dents, elle force. Elle lutte contre un ennemi qui n'est autre que l'esprit lui-même. Voir, ce n'est pas agir. C'est laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, si je devais finir cette phrase, quand je vois le fil, il casse parce que, je dirais ceci. Parce qu'il passe de mon inconscient à ma conscience, et qu'à partir de là, je retrouve le choix de ne plus le laisser me guider sans ma permission. Chapitre 10. L'art de ne jamais conclure. Un débat ne se termine presque jamais à partir du moment où l'un des deux camps n'accepte pas la divergence de l'autre. À partir de là, ça s'auto-alimente. D'autres personnes entrent dans la discussion. Le sujet se divise en micro-sujets. Il évolue, il change de forme, il prend de l'ampleur. Et il ne se termine plus. Parce qu'il est souvent plus facile d'essayer d'imposer sa vision que d'accepter que chacun voit les choses à sa manière. Tant que ça ne nuit à personne, il n'y a parfois aucune raison réelle de débattre. Quand un sujet revient encore et encore, chez moi, ça crée surtout de la lassitude. Parce que si un sujet est vraiment important, il devrait être traité rapidement et de manière efficace. Et une fois réglé, il ne revient pas 100 fois sous des formes différentes. Quand c'est le cas, c'est souvent que le sujet est stérile, un sujet leurre, un sujet qui distrait la majorité pendant que des choses bien plus importantes sont gérées ailleurs par des gens qui, eux, réfléchissent à leur propre intérêt. Ne jamais conclure laisse toujours une porte ouverte, soit un débat sans fin qui pourra être ressorti plus tard au moment opportun, quand il faudra distraire, soit une autre possibilité, plus simple, que le sujet n'ait pas besoin de conclusion. Parce que les divergences de points de vue peuvent cohabiter sans problème, sans vainqueur, sans perdant. Dans ma propre vie, j'ai longtemps laissé trop de sujets ouverts, professionnellement, sentimentalement, amicalement. Pas parce qu'ils m'alimentaient, mais pour prouver, convaincre, faire comme tout le monde. Aujourd'hui, je conclus beaucoup plus, ou plutôt, je conclus autrement. Je conclus que ce qui est, qu'il y a énormément de choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, même quand j'essaie très fort. Alors je me concentre sur moi, sur mon cercle, sans chercher à nuire à celui des autres. Cela dit, j'ai aussi ce côté très humain, celui qui va parfois jusqu'au bout,
même quand tout est déjà là, même quand la conclusion est évidente, juste pour n'avoir aucun regret, pour partir en paix avec moi-même. Je l'ai beaucoup fait. Aujourd'hui, je le fais moins, parce que j'ai compris une chose simple. Mon temps est précieux, et moi aussi. Alors, si tu devais finir honnêtement cette phrase, on ne conclut jamais parce que la réponse peut être très simple, parce qu'on le décide uniquement. Chapitre 11. Pourquoi ton cerveau adore les problèmes? Aujourd'hui, quand tout va bien dans ma vie, je profite, simplement. Je prends chaque seconde comme elle vient, jusqu'au prochain imprévu auquel je ferai face avec tout mon cœur. Mais pendant longtemps, ce n'était pas comme ça. Quand tout allait trop bien, quelque chose sonnait faux à l'intérieur, comme si c'était trop beau pour être vrai, comme si ça ne durerait pas, comme si je ne le méritais pas vraiment. Alors mon esprit me suivait fidèlement dans cette direction. Il créait des scénarios catastrophes, hypothétiques, imaginaires. Et je basculais dans un état de vigilance permanente. Le plus étrange, c'est que je le voyais très clairement. Mon corps était en alerte, sous tension, stressé, alors qu'il ne s'était strictement rien passé. Rien dehors, tout dedans. Avec le temps, j'ai compris une chose importante. Le cerveau traite un problème comme n'importe quelle autre information, de manière froide. Ce n'est pas le problème en lui-même qui crée la souffrance, c'est l'interprétation qu'on choisit d'en faire. Face à un même problème, certains réagissent avec calme et conscience, d'autres avec impulsivité et tension. D'autres encore accusent l'extérieur, la fatalité, ou restent figés jusqu'à ce qu'un problème plus gros vienne prendre la place. Ce n'est pas une question de prédisposition, c'est un choix. Un choix qui se fait au moment précis où le cerveau identifie un problème. Pendant mes périodes de turbulence intérieure, je le voyais bien. Quand un problème se résolvait, je ne me détendais pas. Je restais prêt, tendu, comme si le suivant allait forcément arriver. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que rester tendu est le meilleur moyen d'en provoquer un autre. L'hypervigilance, cette agressivité déguisée en protection, rend plus irritable, moins ouvert, et donc beaucoup plus créatrice de tension que de calme. Pendant très longtemps, j'ai préféré un inconfort connu, parfois consciemment, parfois sans m'en rendre compte. C'était familier, prévisible. Aujourd'hui, je découvre autre chose, un calme inconnu. Il peut faire vaciller parfois, mais il est infiniment plus agréable. Alors, si je devais finir honnêtement la phrase, mon cerveau adore les problèmes parce que, je dirais ceci, parce qu'il ne pensait mériter que ça. Chapitre 12. Le besoin d'avoir raison. Avoir raison, c'est souvent très subjectif. On peut être lucide sur certains sujets, prévoir à l'avance des choses par simple bon sens, et voir certaines hypothèses se confirmer. Mais au fond, avoir raison n'apporte pas grand-chose. Ça vient surtout valider un chemin, une expérience, un vécu. Ça confirme que tout ce que tu as traversé t'a mené à cette réflexion-là, dans ce contexte précis. Avoir tort, en revanche, peut parfois piquer. Pas profondément, mais juste assez, parce que ça touche l'ego, parce que ça vient se mélanger à nos désirs personnels, à ce qu'on voulait voir arriver. Réaliser que quelque chose n'est pas comme on l'imaginait, que l'autre avait raison, ou simplement que la réalité est différente. Aujourd'hui, même une machine peut se tromper. Alors l'important, ce n'est pas d'éviter l'erreur, c'est de l'encaisser le plus sagement possible, de la reconnaître, ouvertement, sans honte. Parfois, avoir raison crée une micro-satisfaction, discrète, rapide. Mais avoir raison n'est pas toujours agréable. Prévenir un proche qu'une relation lui fait du mal. Sentir qu'il va se passer quelque chose de regrettable. Le voir nier, résister. Et puis un jour l'entendre dire « Tu avais raison ».
À ce moment-là, il peut y avoir une forme de satisfaction silencieuse. Mais le fond reste le même. Un proche a souffert. Et ça, aucune raison ne le répare. Dans une discussion, je le vois très bien aujourd'hui. Si je rentre vraiment dans un débat, c'est souvent que je me suis égaré, que je défends une image de moi-même. Parce que je ne défends pas mes idées, je les exprime. Si elles ne sont pas reçues, j'écoute, avec ouverture. Si je ne suis pas d'accord, je clôture, avec respect. Imposer n'a aucun sens quand on peut simplement accepter et avancer. Ce qui est le plus inconfortable, ce n'est pas d'avoir tort, c'est le flou. Ne plus savoir quoi penser, le doute, l'attente. Ces zones-là sont désagréables. Parce qu'avoir tort ou raison, au moins, c'est clair. On peut passer à autre chose. Je n'ai donc pas besoin d'avoir raison. J'ai besoin d'être en accord avec moi-même. Chapitre 13. La lucidité est discrète. Les vrais changements intérieurs ne se produisent presque jamais au moment où l'on croit changer. Ils commencent plus tôt, bien avant les mots, bien avant les décisions visibles. Un déplacement intérieur, une évidence silencieuse, une manière différente de réagir ou de ne plus réagir. Et ce n'est qu'après coup que l'on se surprend à penser « Ah, quelque chose a changé ». Mais le mouvement était déjà là. De l'extérieur, cela passe souvent inaperçu. La lucidité ne se montre pas, elle ne s'explique pas, elle ne se justifie pas. Il faut une relation très honnête, très fine, pour qu'une autre personne puisse percevoir ce déplacement intérieur. Et c'est rare. L'apaisement, lui, ne fait pas de bruit. Mais il n'est jamais anodin. Car s'apaiser ne veut pas dire se retirer de la vie. Cela veut dire cesser de se confondre avec ce qui nous agite. Après avoir vu le fil, on ne peut plus vraiment faire semblant. On peut encore réagir, encore s'agacer, encore se perdre parfois. Mais on sait. Et cette connaissance change tout. Beaucoup de gens vivent une vie qui n'est pas réellement la leur. Non par manque de courage, mais par absence de regard. Ils vivent à travers des rôles, des attentes, des identités empruntées, sans jamais prendre le temps de voir ce qui les guide vraiment. Voir, c'est déjà sortir de là, même si cela ne règle pas tout, même si cela ne rend pas parfait. Si tu as déjà vu un mécanisme à l'œuvre en toi, ne serait-ce qu'une fois, alors quelque chose s'est déplacé. Et ce déplacement est irréversible. La lucidité transforme aussi la manière d'être avec les autres. Plus elle s'installe, moins il y a besoin de convaincre, moins il y a besoin de débattre ou de prouver quoi que ce soit. Non par détachement froid, mais parce que ce qui devait être vu l'a déjà été. La vie ne devient pas plus simple, elle devient plus directe, moins encombrée par ce qui n'a jamais vraiment été toi. Être lucide, c'est comprendre que le temps est limité. Trop limité pour le passer à défendre une image, à nourrir des réactions ou à chercher une validation extérieure toujours changeante. À partir de là, il n'y a rien à réussir. Seulement une responsabilité. Celle de ne plus se mentir. De vivre en accord avec ce que l'on voit, même quand c'est inconfortable. La lucidité est discrète parce qu'elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne promet rien. Elle n'exige rien. Elle se contente d'une chose, ne plus détourner le regard. Fin. Tu peux continuer à regarder, à t'indigner, à scroller, à débattre, à attendre que quelque chose change. Ou tu peux t'arrêter. Pas pour fuir le monde, pas pour devenir quelqu'un d'autre, juste pour ne plus te confondre avec le bruit. Il n'y a rien à réussir ici, rien à prouver, seulement une chose à voir. Et une fois que tu vois, tu sais. Si tu continues, ce ne sera plus par ignorance, ce sera par choix. À partir de là, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Réveille-toi, si tu veux. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si quelques lignes t'ont réveillé même un peu, alors ce livre a rempli son rôle.
Lorenzo Conticchio, tout droit réservé.